To Washington now, where lawmakers have overcome their differences at the 11th hour to pass a spending bill to avert a government shutdown. The stopgap plan approved by the House and Senate will keep federal agencies funded until mid-November. The hard-fought compromise provides funding for domestic disaster relief, but no new money for Ukraine. Il ne pouvait plus faire semblant. La crise n'était plus une simple prévision, mais une réalité palpable, infiltrée dans les couloirs du Capitole, dans les réunions à huis clos, dans les regards affligés des parlementaires qui, pendant des années, avaient servi le Trumpisme avec une dévotion mécanique. Mais aujourd'hui, 50 d'entre eux ont décidé de quitter le navire. 50 représentants du Parti républicain ont décidé, presque à l'unanimité, qu'il n'était plus possible de maintenir cette mascarade. Rester aux côtés de Donald Trump signifiait marcher vers un effondrement inévitable. Un effondrement qui a déjà consumé l'identité du parti, sa base idéologique et tout vestige de cohérence institutionnelle. Ce qui se dessine dans les coulisses du pouvoir aux États-Unis est une révélation crue. Il arrive un moment où la loyauté politique cède la place à l'instinct de préservation. La peur de tout perdre, y compris son mandat, brise les loyautés construites sur la rhétorique du chaos. Alors que Trump tente d'arracher 230 millions de dollars au ministère de la Justice comme s'il s'agissait d'un retrait sur son compte personnel, ses anciens alliés ont commencé à faire leur compte. Il n'est plus viable de soutenir un président qui opère au-dessus des lois. La Constitution des États-Unis, dans son article 2, section 1, est catégorique en établissant que le chef de l'exécutif ne doit recevoir que le salaire officiel pendant son mandat. Aucune prime, aucun supplément. Mais pour Trump, la légalité est un détail gênant. Il veut être indemnisé pour avoir fait l'objet d'une enquête, même si cela arrive couramment à des citoyens ordinaires tous les jours, sans aucune récompense. L'ironie, c'est qu'une grande partie de ces frais juridiques a déjà été réglée par des dons. L'argent de partisans modestes, trompés par des promesses creuses, qui pensaient défendre leur patrie et qui, au final, ont financé les caprices d'un magnate sur le déclin. Maintenant, il en veut plus. Il veut que les caisses publiques répètent ce que sa base a déjà payé. Et le silence de Mike Johnson, l'actuel président de la Chambre des représentants, révèle la capitulation des dirigeants républicains devant une figure qui ne représente même plus ses propres électeurs. Interrogé sur la tentative de Trump d'obtenir de l'argent de l'État, Johnson hésite. Il dit qu'il n'a pas lu la nouvelle, qu'il est encore en train de se forger une opinion. Mais cette hésitation n'est pas due à un manque d'information. C'est de la peur. La peur de dire quelque chose sans l'autorisation de Trump. La peur de contredire la ligne directrice de l'ancien président. Ce n'est pas de l'autorité. C'est de la soumission, déguisée en prudence. Un portrait alarmant d'un Congrès qui a cessé d'être un pouvoir autonome pour devenir le prolongement de l'ego d'un seul homme. L'érosion de la séparation des pouvoirs aux États-Unis est désormais visible à l'œil nu. Nous ne sommes pas face à un débat idéologique ou à une polarisation politique ordinaire. Il s'agit d'un démantèlement institutionnel qui touche les fondements même de l'État démocratique. Un président qui agit en souverain, défiant tout frein constitutionnel, comptant sur l'inertie de ceux qui devraient le contenir. Et cet abus se reflète dans les décisions les plus brutales de son gouvernement. Le programme d'aide alimentaire supplémentaire, le SNAP, qui garantit de quoi manger à des millions d'Américains, est en train d'être étranglé. Non par erreur, mais par choix délibéré. Les coupes budgétaires de 187 milliards de dollars imposées par Trump au programme représentent la plus grande attaque contre la sécurité alimentaire dans l'histoire du pays. C'est un coup direct porté aux pauvres, aux mères célibataires, aux enfants, aux personnes âgées, à ceux qui dépendent de l'aide publique pour survivre. Avec le shutdown en vigueur, tout s'est arrêté. Le Congrès ne se réunit pas. Les bureaux sont fermés. Les services essentiels, paralysés, ont été transformés en monnaie d'échange. Et le peuple, il reçoit des notifications l'informant que les prestations sociales seront suspendues, qu'il n'y a plus de budget, qu'il n'y a plus d'aide, que les plus vulnérables, une fois de plus,
sont laissés pour compte. Pendant ce temps, le président joue avec le destin de millions de personnes, indifférents aux conséquences humaines de sa propre politique. Mais tous les membres du système ne sont pas prêts à rester les bras croisés. Au sein du Congrès, le malaise se propage. Même les grands conglomérats commerciaux comme Walmart ont commencé à manifester leur inquiétude. Ils savent que si la base de consommateurs s'appauvrit encore davantage, les ventes s'effondreront. Et avec elles, les profits. Il ne s'agit pas d'empathie, c'est du pragmatisme. Mais même ainsi, cela indique que le bouclier politique de Trump commence à se fissurer. Les républicains eux-mêmes le savent. Ils savent que les coupes dans des domaines sensibles tels que la santé publique, la hausse des prix des plans liés à Obamacare et la réduction de la fonction publique sont les ingrédients d'un désastre électoral. Et la prise de conscience de cette tragédie annoncée commence déjà à se refléter dans les sondages. Dans des États comme New York, la Californie et la Caroline du Nord, les parlementaires élus avec une image modérée sont poussés à défendre des mesures radicales qui trahissent leurs propres engagements de campagne. Ce n'est pas étonnant que beaucoup aient choisi de rompre. Entre suivre aveuglément un programme destructeur et préserver le peu de crédibilité qui leur reste, ils ont choisi la seconde voie. 50 représentants ont dit non. Ils ont rejeté la poursuite du mensonge. Ils ont préféré le risque d'une confrontation avec Trump au risque certain d'être entraînés avec lui dans les profondeurs. Ils cherchent désormais une réconciliation avec les démocrates, un pacte minimal pour sauver ce qui peut encore l'être. Ils souhaitent échapper à l'étiquette de soumission totale à un homme qui a clairement montré, à maintes reprises, que son seul intérêt est le maintien de son propre pouvoir. Ce revirement n'est pas encore total. Il est loin d'être définitif. Mais il représente un mouvement de lassitude, d'épuisement, une réponse à la réalité qui s'impose dans les rues, dans les familles, sur les marchés. Il y a la faim, il y a le chômage, il y a l'abandon. Et rien de tout cela ne peut être balayé sous le tapis par des discours enflammés ou des publications sur les réseaux sociaux. La destruction provoquée par cette administration se fait sentir au quotidien pour des millions de citoyens qui ont cru à la promesse de grandeur, mais qui ont reçu du mépris. La question qui reste est de savoir si cette rébellion républicaine va prendre de l'ampleur, si d'autres auront le courage de se lever, si ceux qui se taisent encore parviendront à briser le cercle vicieux de l'omission. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici en sentant au fond de vous que quelque chose doit changer de toute urgence, écrivez dans les commentaires « Je refuse d'être invisible pour ceux qui ont promis de me représenter », car chacun de vos mots a du poids. Chaque commentaire est une étincelle. C'est ainsi que naissent les mouvements. Et ici, nous vous écoutons. Ici, votre voix n'est pas ignorée. Nous sommes à un tournant. Un moment où les masques commencent à tomber et où le vrai visage du pouvoir est exposé. Reste à savoir si la société est prête à choisir une autre voie. Une voie fondée sur la justice, la solidarité et un engagement réel envers le bien commun. Si ce contenu vous a touché, laissez votre like maintenant et abonnez-vous à la chaîne. Parce qu'ici, la vérité a sa place. Ici, personne ne fait taire ce qui doit être dit. Et ensemble, nous pouvons faire bien plus que résister, nous pouvons reconstruire. À chaque nouvelle aube sans accord, la dimension humaine de l'effondrement américain devient impossible à ignorer. Nous ne parlons plus de statistiques froides ou de rapports techniques. Nous parlons de réalités déchirantes, de familles entières qui se réveillent face au néant, qui ouvrent leur réfrigérateur vide et font face au silence de ce qu'elles ne peuvent plus offrir à leurs enfants. De mères qui ont perdu le sommeil en essayant de comprendre comment elles vont pouvoir garantir un seul repas après la disparition de l'aide alimentaire. De personnes âgées qui ont annulé l'achat de leurs médicaments du mois pour ne pas mourir de froid la nuit. De fonctionnaires qui, même sans être payés, continuent à quitter leur domicile au nom d'un sens du devoir que leurs dirigeants ont déjà perdu ou n'ont peut-être jamais eu. Pendant ce temps, le président de la République agit comme si la souffrance n'était qu'un pion dans son jeu personnel. Pour Donald Trump, la paralysie n'est pas une tragédie, c'est une tactique, un chantage institutionnalisé,
Il ne négocie pas, il impose, il ne cherche pas de solution, il construit des impasses. Et la conséquence de cela est le blocage total de toute une nation. La Chambre des représentants, organe vital du processus démocratique, est plongée dans la léthargie, verrouillée, silencieuse, sans vote, sans débat, une honte sans précédent. Jamais, lors d'un arrêt de travail de cette ampleur, on n'avait vu un tel vide au Congrès. Le siège du pouvoir législatif s'est transformé en un décor d'abandon, reflet direct de l'attitude d'un président qui n'accepte pas l'existence de limites. Et de l'autre côté de ce théâtre de l'absurde, se trouve Mike Johnson, l'homme qui devrait diriger la Chambre, mais qui préfère attendre des instructions. Il n'agit pas. Il se contente de répéter. Il ne prend pas position. Il se contente d'obéir. Ce qui devrait être un système de contrepoids est devenu un jeu de miroir, où tout tourne autour de l'image d'un seul homme. Les conséquences sont visibles dans tous les domaines de la vie publique. Coupes agressives dans les programmes de santé, explosion du coût des régimes d'assurance maladie, fermeture d'établissements publics, suspension des transferts, augmentation de l'insécurité sociale. Et même face à ce scénario, Trump insiste pour amplifier l'absurde. Il demande sans aucune gêne au ministère de la Justice de lui verser 230 millions de dollars. Oui, le même organisme qui devrait enquêter sur lui est désormais tenu de le récompenser comme s'il était une victime, et non le centre d'une série d'enquêtes pour fautes professionnelles, obstruction institutionnelle et détournement de fonds. Le problème ici va bien au-delà du montant demandé. La question est symbolique. Elle est juridique, elle est morale. Si le président peut demander une indemnisation pour avoir fait l'objet d'une enquête légitime, qu'est-ce qui l'empêche de se déclarer innocent par décret? Qu'est-ce qui l'empêche de transformer chaque structure publique en une extension directe de ses intérêts privés? Et plus encore, que reste-t-il de la démocratie lorsque le chef de l'exécutif peut s'absoudre lui-même, se récompenser lui-même et exiger le silence en échange de la loyauté? C'est là le point crucial. Lorsque la limite disparaît, le pouvoir devient tyrannie. C'est pourquoi la fracture au sein du Parti républicain représente quelque chose de plus important qu'une simple dispute interne. Elle révèle un instinct de survie. Un signe que, même parmi les alliés les plus historiques, la perception du risque est devenue indéniable. Marjorie Taylor Greene, figure qui a longtemps symbolisé le Trumpisme dans son état le plus radicalisé, exprime désormais des hésitations. Agressive comme toujours, mais avec moins de certitude. Moins ferme dans sa défense inconditionnelle, un signe clair que le château s'est fissuré, et elle n'est pas isolée. D'autres personnalités commencent à avouer, même si c'est avec réserve, qu'elles ne peuvent plus justifier ce qui est fait, que les dégâts sont trop importants, que la population se réveille et que les dommages ne peuvent plus être dissimulés par des discours enflammés ou des drapeaux flottant au vent. Les promesses de gloire se sont transformées en désespoir quotidien. L'Amérique à nouveau grande est devenue synonyme de réfrigérateurs vides, de files d'attente interminables dans les hôpitaux publics et d'enfants pleurant de faim. Les républicains savent qu'en année électorale, aucun slogan ne peut combler les nids de poules, ni aucune rhétorique remplir les caddies. C'est pourquoi la désertion a commencé, non pas par conviction, mais par instinct. Ils ne rompent pas par altruisme. Ils essaient de se sauver. Personne ne veut rester coincé dans le naufrage. Aucun politicien ne veut devenir le symbole de l'échec. Et la présence de Trump, qui garantissait auparavant des victoires électorales, est désormais devenue un poids, un risque, un nom qui suscite le rejet, une figure associée au chaos, à la famine, à l'autoritarisme. Et dans le désespoir, certains parlementaires tentent de repositionner leur image. Ils entament des discussions avec les démocrates. Ils évitent les apparitions publiques aux côtés de l'ancien président. Ils fuient les votes les plus controversés. Ils émettent des communiqués vagues. Ils tâtonnent dans le noir, cherchant une voie de sortie avant qu'il ne soit trop tard. Mais pendant que cette danse politique se déroule, ce sont les citoyens qui sont les véritables perdants. L'impasse paralyse les services les plus élémentaires. Les projets de loi sont mis en suspens.
Les programmes d'urgence sont suspendus. Les familles attendent des décisions qui n'arrivent jamais. Les enfants vont se coucher sans dîner parce que leur carte alimentaire a été bloquée. Les mères renoncent à travailler parce que les crèches publiques sont fermées. Les personnes atteintes de maladies chroniques perdent leur suivi médical parce que les hôpitaux fonctionnent à capacité réduite. Et tout cela se produit pendant que le gouvernement poursuit sa guerre contre des fantômes. L'accent n'est pas mis sur la solution. Il est mis sur la persécution. Les immigrants deviennent des cibles, les enseignants deviennent des ennemis, les journalistes sont traités comme des traîtres. Et au milieu de ce théâtre de fumée, la population est laissée pour compte. Ceux qui ont de l'argent survivent. Ceux qui n'en ont pas tombent malades, s'appauvrissent et disparaissent des statistiques. C'est contre cela que nous devons résister. C'est pour cela que cette chaîne existe, pour briser le silence, pour amplifier le cri de ceux qui ont été réduits au silence, pour dénoncer les rouages d'un système qui se démantèle pour protéger un seul homme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous connaissez probablement quelqu'un qui vit cette situation dans sa chair. Ou peut-être la vivez-vous vous-même. C'est pourquoi je vous demande du fond du cœur, partagez ce message, aimez-le, commentez-le, dites que vous le voyez, dites que vous le ressentez, dites que vous ne l'acceptez plus, non pas parce que l'algorithme en a besoin, mais parce que les gens en ont besoin, parce que seule la conscience collective peut affronter l'obscurantisme. Ici, votre indignation a de la valeur, ici, votre douleur est prise au sérieux. Nous ne laisserons pas la souffrance humaine être transformée en stratégie électorale. Nous n'accepterons pas que l'abandon soit naturalisé. Cet espace est un espace de résistance. Et ensemble, nous pouvons rappeler au pouvoir que la véritable force d'un pays ne réside pas dans ses dirigeants, mais dans son peuple. Même s'ils tentent de garder leur sang-froid, la panique s'installe déjà au sein du Parti républicain. Il ne s'agit plus seulement de la crainte de perdre les élections, c'est la peur d'être éternellement marqué comme complice d'un effondrement, non seulement politique, mais aussi moral, structurel et historique. Les membres du Congrès qui prennent aujourd'hui leur distance avec Donald Trump le font en sachant que la donne a changé. Ils savent que ce scénario répété à l'envi depuis 2016 ne convainc plus même les plus fanatiques. Le pays a tourné la page, le climat social a changé et la limite de la patience populaire a été dépassée. Même si les derniers fidèles tentent de présenter tout cela comme une exagération de la presse ou une persécution institutionnelle, la réalité est trop évidente pour être ignorée. La facture se paie dans la souffrance, en dignité arrachée, dans des foyers silencieux où manquent les services publics qui garantissaient auparavant le minimum vital. Dans ce scénario de terre brûlée, Trump insiste encore pour mettre en scène son empire d'illusions. Il manipule ses anciens alliés, fait pression sur ses détracteurs, transforme chaque revers juridique ou politique en un prétendu complot contre sa personne. Mais même au sein de sa propre base, certains reconnaissent déjà l'évidence. Le pouvoir qu'il a exercé un jour est devenu un fardeau dangereux, une bombe à retardement sur le point d'exploser. Lorsque 50 législateurs, dont beaucoup ont protégé Trump pendant des années, décident de battre en retraite en même temps, ce n'est pas seulement un coup tactique, c'est le signe d'une fracture interne. C'est le reflet d'un système qui commence à rejeter son propre créateur. Le fossé entre Trump et le peuple qu'il a juré de représenter n'a jamais été aussi flagrant. Alors qu'il demande une somme absurde de 230 millions de dollars au ministère de la Justice, comme s'il était victime de persécutions politiques, des millions de citoyens subissent sans autre choix les conséquences de ces décisions. Les coupes brutales dans le SNAP ont privé des enfants de nourriture de base. Les familles sont confrontées à des augmentations incontrôlées des primes d'assurance maladie. Et le fonctionnement même du Congrès a été interrompu pendant un temps record. Rien de tout cela ne passe inaperçu. Chaque citoyen qui ouvre son réfrigérateur et ne trouve rien, chaque retraité qui renonce à acheter de l'insuline pour payer sa facture d'électricité, est un vote perdu. Un vote qui ne reviendra pas,
grâce à la propagande. C'est pourquoi les mêmes politiciens qui ont soutenu le gouvernement cherchent maintenant une issue. Ils recherchent les démocrates. Ils proposent des accords. Ils parlent de solutions. Non par principe, mais par peur. Parce que le château de pouvoir qu'ils ont construit, brique par brique, est en ruine. Et personne ne veut être écrasé par les décombres. Le plus ironique, ce sont les mêmes entrepreneurs qui ont applaudi les réformes ultralibérales de Trump qui exigent aujourd'hui de la prévisibilité. Ils veulent de la stabilité. Ils ont compris qu'il n'y a pas de profit là où règne le chaos. Les modérés qui se cachaient auparavant par commodité s'expriment désormais par instinct de survie. Ils savent ce qui est en jeu. Ils se trouvent dans des circonscriptions où le vote indépendant est décisif, où les démocrates progressent, et rester lié à Trump est devenu synonyme de défaite. C'est pourquoi, même si la Chambre est en vacances, les coulisses sont en effervescence. Appels téléphoniques, réunions secrètes, promesses échangées à la hâte. Chaque conversation tourne autour du même dilemme. Comment s'éloigner de Trump sans être détruit par lui? Mais la vérité est que le moment d'une sortie discrète est déjà passé. La rupture est exposée au grand jour. La presse l'a déjà compris. Le public l'a déjà compris. Et chaque jour où l'impasse reste sans solution, l'usure s'accentue. La base républicaine, celle qui croit encore en la démocratie, est épuisée. Les fonctionnaires sont à bout. Et même les parlementaires les plus fidèles se rendent compte que les vieux discours sur la grandeur nationale ne nourrissent pas les familles affamées. Ils ne résolvent pas les files d'attente dans les hôpitaux. Ils ne paient pas le loyer. Le décalage entre ce que dit le gouvernement et ce que vit le peuple est devenu un gouffre. Et dans ce vide de représentativité, un nouveau type de mouvement commence à émerger, celui de la rupture. Le départ conscient de ceux qui ont compris que continuer signifie disparaître politiquement. Et c'est ce départ qui ouvre la voie au dialogue entre des forces antagonistes, qui permet de conclure des pactes auparavant impensables, qui ravive, même timidement, l'espoir d'une reconstruction institutionnelle. Mais cela ne sera pas facile. Trump ne pardonne pas. Pour lui, tout signe de désaccord est une trahison. Il répond par des attaques, par des campagnes de diffamation, par des menaces. Les parlementaires qui osent reculer savent qu'ils deviennent des cibles. Ils savent qu'ils devront affronter la fureur du trumpisme militant. Mais ils savent aussi que c'est la seule voie possible. Se taire maintenant, c'est accepter d'être complice d'un projet qui précipite la population dans l'abîme. Et à ce stade, beaucoup ont déjà compris que le coût du silence est plus élevé que celui du courage. La population doit comprendre ce qui se passe réellement. Il ne s'agit pas seulement d'erreurs administratives. Les coupes dans le SNAP, les augmentations des plans de santé, la suspension des programmes sociaux et les exigences indécentes de remboursement financier font partie d'un projet beaucoup plus dangereux. Un projet de pouvoir centralisateur, corrosif et profondément autoritaire. Un projet qui détruit tout au nom du contrôle, qui manipule les institutions, qui instrumentalise la souffrance comme monnaie politique. Si l'on ne dit pas « stop » maintenant, les dégâts seront irréversibles. C'est pourquoi votre voix compte, votre commentaire compte, votre choix de partager ce contenu compte. Chaque personne qui se réveille est une personne de plus qui peut aider à renverser la situation. Si ce message vous a touché, s'il vous représente, écrivez dans les commentaires. Je refuse d'être ignoré par ceux qui devraient me protéger. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une prise de position. C'est un acte de conscience. Ici, votre indignation n'est pas effacée. Ici, vos sentiments ne sont pas invalidés. Ce canal existe parce que la vérité a encore besoin d'espace, parce que le mensonge est devenu gouvernement, parce que la souffrance est devenue statistique. Et parce qu'il y a encore ceux qui croient que la justice peut et doit prévaloir. Si vous y croyez aussi, inscrivez-vous, aimez, commentez, diffusez ce message. Faites partie d'une communauté qui ne se tait pas. Car tandis qu'ils utilisent le silence comme une arme, nous utilisons la vérité comme une forme de résistance. Nous reviendrons bientôt avec plus de faits, plus de voix et plus de courage.
parce que l'avenir de toute une nation est en jeu. Et l'histoire est encore en train de s'écrire, à chaque geste, à chaque choix, à chaque mot. D'ici là, restez forts. Vous n'êtes pas seul.